Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. Baisse alarmante du cheptel, une production en chute libre. En 9 ans, le Maroc a perdu 38% de son cheptel. Cette situation menace l'approvisionnement en viande et les prix sur les marchés ainsi que le pouvoir d'achat des consommateurs. Malgré les mesures mises en place par le gouvernement pour tenter de redresser la situation, les prix sur le marché restent assez élevés. Une crise qui révèle la vulnérabilité du secteur face aux aléas climatiques. Cheptel au Maroc, quel état des lieux? On en parle ce soir avec Zakaria Firano. Vous êtes professeur d'économie à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci de l'avoir accepté avec nous également, monsieur Mohamed Taher Srairi. Vous êtes professeur d'enseignement supérieur à l'IAV, Institut agronomique, donc Hassan II de Rabat. Merci d'être avec nous. Merci madame, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je commence avec vous, monsieur Srairi. Ce cheptel qui a perdu 38% de son effectif en 9 ans, ce qui est quand même assez important, un chiffre assez conséquent, conséquence directe des aléas climatiques, mais aussi de cette sécheresse devenue structurelle depuis quasiment 7 ans maintenant. Est-ce que la sécheresse est la seule cause ? Oui, le manque d'eau structurelle qui a toujours existé dans notre pays, parce qu'il ne faut pas oublier, nous avons chaque année 6 mois de manque de pluie durant la saison sèche, qui va de fin avril jusqu'à octobre. Vous rajoutez à cela l'inflation mondialisée, qui fait que toutes les importations de matières qui pouvaient servir à entretenir ce cheptel, les prix ont fortement augmenté. Vous rajoutez à cela la prise de conscience de la jeunesse dans le monde rural, un travail très lourd, ce qu'on appelle le travail d'astreinte dans le langage académique, parce qu'à la différence des cultures, le cheptel, vous devez vous en occuper chaque jour. Il faut nourrir les bêtes, il faut les abreuver, il faut les amener sur les pâturages, il faut traire les femelles laitières. Donc, in fine, on peut dire qu'on a eu vraiment beaucoup de malchance. La conjonction de tous ces facteurs en même temps et sur la durée. La sécheresse durait 1 an, 2 ans, puis après, on pouvait reconstituer le cheptel, on pouvait repenser à ce que les femelles se reproduisent. Là, on a 6 années consécutives de sécheresse. On a aussi, il faut le dire, et c'est malheureux, des statistiques qui ne sont pas toujours mises à jour. Et moi, personnellement, j'avais appelé déjà il y a de ça 3 ou 4 ans, notamment par rapport aux bêtes sacrificielles de l'Aïd al-Adha, j'avais dit qu'il fallait faire très attention à la crédibilité des chiffres qu'on avance. Vous avez les effets cumulatifs de tout cela. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un chiffre de 38% qui est annoncé, affiché, moins 38%. On aurait aimé avoir la déclinaison région par région et espèce par espèce, parce que 38%, ça reste très général. Est-ce que les bovins sont inclus là-dedans? Est-ce que c'est uniquement les petits ruminants, c'est-à-dire les ovins et les caprins? Mais ce qui est sûr, c'est que le manque d'eau structurelle, ça veut dire moins de ressources alimentaires. Ça montre aussi la dépendance directe de l'élevage par rapport aux eaux renouvelables, c'est-à-dire la pluie. C'est-à-dire que l'élevage demande des quantités très importantes d'eau, ce qu'on appelle l'empreinte hydrique de l'élevage. L'empreinte hydrique pour produire 1 litre de lait, ce n'est pas la première fois que je le dis sur ce plateau, c'est 1500 litres d'eau. L'empreinte hydrique pour produire 1 kg de viande rouge, c'est 10 fois plus, 15 000 litres d'eau pour 1 kg de viande rouge. Vous ne pouvez pas, par des mesures, on va dire, palliatives, comme le goutte à goutte ou l'irrigation, penser que vous allez pouvoir satisfaire ses besoins en eau. Difficile de compenser. Très difficile de compenser. Donc les grands pays d'élevage, ça reste les pays où il pleuvait traditionnellement. C'est les ressources naturelles spontanées, tout ce qui va pousser dans les pâturages. C'est ce qui faisait la renommée du Maroc en tant que pays moutonnier quand nous n'étions que 10 millions de Marocains et qu'on pouvait même se permettre le luxe d'exporter des ovins. Je parle du temps du protectorat. Aujourd'hui, nous avons la conjonction de ces facteurs-là dont j'ai parlé, manque d'eau, exacerbation de ce manque d'eau peut-être par le réchauffement climatique ou le changement climatique. Nous avons aussi l'augmentation de la demande interne. C'est ce que je vous disais peut-être avant qu'on démarre cette émission. Le nombre de Marocains a augmenté. Il y a une classe moyenne qui est capable de consommer plus. On le voit dans les supermarchés. Et donc, in fine, tout ça nous amène à la situation où on est aujourd'hui. Une conjoncture donc internationale, des facteurs multiples qui expliquent la situation actuelle et qui expliquent qu'on n'arrive pas à stabiliser les prix sur le marché, M. Firano. Oui, tout à fait. Nous avons vécu, je pense, l'année dernière, 2024, et aussi au début de l'année 2025, une inflation exorbitante par rapport aux prix qui sont soit les prix de bovins ou ovins.
Je parle plus des ovins que du bovin, parce que nous avons vu les prix qui ont arrivé à des seuils où le pouvoir d'achat des Marocains ne permet pas d'accepter. Et si on prend, on le sait tous, le revenu moyen d'un Marocain, c'est aux alentours de 4 500, 5 000 dirhams. Si on prend la moyenne des Marocains. Je ne parle pas des classes, les 10% les plus aisés, je ne parle pas des classes inférieures, les 10% les moins pauvres. Et donc, automatiquement, les prix auxquels on est arrivé aujourd'hui, ça devient des prix qui sont inexplicatifs pour un commun des mortels qui est un Marocain. Qu'on n'arrive pas à baisser. Voilà. Et donc là, plusieurs questionnements se posent en matière de politique publique, parce qu'on sait tous, je pense que mon cher collègue, il est aussi d'accord par rapport à ça, c'est qu'en fait, nous avons généralement un mécanisme fiscal de protectionnisme qui devait protéger l'agriculture. Nous avions des taxes douanières qui s'établissaient sur l'importation de la viande, bovine ou ovine, et nous avions aussi des mécanismes de TVA qui permettaient un peu de rassurer ce protectionnisme de cette structure de production agricole, mais in fine, si on regarde le résultat, c'est que toute cette politique de protectionnisme, attention, je parle avant, je dirais avant 2022. Avant 2022, on avait un certain protectionnisme, ce secteur de production du cheptel marocain. Et donc, même si on avait cette politique de protectionnisme, à travers les taxes douanières, à travers la TVA, à travers tous les mécanismes de soutien qui ont été mis en place, mais on n'est pas arrivé à avoir un cheptel marocain qui soit adapté à la consommation interne. Ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à l'autosuffisance. Et donc, automatiquement, on ne va pas nier que l'inflation sur les prix a pour cause ce qui s'est passé en 2022, parce que ça a été répercuté sur tous les pays du monde. On a la France, l'Espagne, tous les pays, ils ont vu un peu le prix augmenter en leur sein. Mais les politiques économiques et les politiques publiques devaient avoir des mécanismes stabilisateurs qui permettaient un peu de faire revenir la cadence. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes avec des baisses. Il y a des baisses aujourd'hui, mais les baisses, heureusement, ne sont pas effectuées par les mécanismes de politique économique établis par le gouvernement, mais c'était uniquement la décision de notre auguste souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a interdit le sacrifice cette année-là, ce qui fait que nous avons vraiment un certain assoufflement de la population par rapport au prix, que ce soit de la viande ovine ou aussi de la viande bovine. Et donc, automatiquement, cette circonstance interpelle comment maintenant corriger le tir et comment arriver demain à une correction de cette politique économique qui favorise une certaine autosuffisance du cheptel marocain. Et donc, comment corriger le tir, c'est une bonne question. Vous avez parlé des taxes douanières. Dans le budget de 2025, le gouvernement a tenté certaines mesures. On a parlé des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui a été annulée justement pour favoriser cette baisse. Mais sur le terrain, voilà. Les résultats ne sont... Là, on revient. Il faut qu'on parle de façon scientifique. Donc là, lorsque vous êtes devant une conjoncture inflationniste qui touche les prix de la viande, donc le gouvernement a deux mécanismes. N'oublions pas que nous sommes dans une économie de marché. Et dans l'économie de marché, c'est un choix qui a été effectué par l'économie marocaine. On est dans une économie libérale, il faut le dire. C'est l'offre et la demande qui déterminent les prix. Mais il faut avoir les mécanismes qui permettent à l'offre et la demande de fonctionner. Et le premier mécanisme régulateur, c'est la concurrence. Maintenant, devant la conjoncture de 2022, personne ne peut nier que l'inflation a touché tous les pays. Ça veut dire que nous avions des augmentations. Je vous donne un indicateur. Si vous regardez les prix en 2021-2020, on était dans une moyenne internationale. Les prix des bovins étaient aux alentours de 4 € par kilogramme. Je parle ici avec carcasse. Ça veut dire sans qu'il y ait une certaine stratification des produits. On était à une moyenne mondiale de 4,5 à 4 € par kilogramme. Après 2022, après la crise inflationniste, on est arrivé à des seuils de 7-8 € par kilogramme. Attention, je parle avec carcasse. Ça veut dire des produits qui sont vendus pour la population. Et là, il y a une certaine hétérogénéité. La France, vous avez trouvé 8,5, 7 ici, 6. Et là, le Brésil, on va être à un seuil de 5 à 4, etc. Il y a une certaine hétérogénéité, mais le plafond des prix n'a pas dépassé les 8 € par kilogramme en 2024. La même chose, on peut la remarquer sur l'ovin. Donc, on avait la même structure. Mais, je parle ici, dans cette conjoncture, il y avait une augmentation des prix. D'accord? Mais au Maroc, nous avions une certaine problématique différente. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'avant 2020-2022 et avant qu'il y ait ce qu'on appelle les mécanismes qui ont été mis par l'État, on avait un certain protectionnisme. Et on n'a pas réussi à avoir un cheptel marocain qui soit adapté à l'autosuffisance marocaine. Maintenant, en 2022, ce que vous avez dit tout à l'heure, madame, c'est que 2025, nous avions ce qu'on appelle l'abolition des droits de douane, de la TVA. Ce n'était pas en 2025, c'était à partir de 2022. Donc, ça fait maintenant plus que 3 ans que nous avons des mécanismes de soutien à ce qu'on appelle l'importation et aussi à pouvoir
arrivé à satisfaire la demande marocaine. Et nous avons dépensé, le chiffre que tous les Marocains maintenant font circuler, nous avons dépensé en termes de dépenses fiscales, je parle de dépenses fiscales, on a dépensé 13,3 milliards de dirhams sur les 3 ans. Et donc, nous avons la répartition entre le bovin et l'ovin. Donc, le bovin, il a consommé à peu près, je parle de 7 milliards de dirhams de dépenses fiscales. Ça veut dire, on parle de l'abolition des droits de douane et aussi de la TVA. Et vous avez l'ovin également, on a dépensé presque 3,5 milliards de dirhams. Et donc, si on prend la totalité, c'est aux alentours de 13,3 milliards de dirhams qui ont été dépensés en termes de dépenses fiscales pour favoriser l'importation. Et arriver à l'autosuffisance. Et c'est quoi l'autosuffisance? Ça veut dire, on ouvre l'importation. On va réduire les coûts d'importation à travers la réduction des tarifs douanières, à travers la réduction de la TVA, pour que le prix se stabilise au niveau du marché marocain. Mais c'est ce qui n'est pas arrivé. Ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à réduire ce prix. Il a continué à grimper. Et comment ces fonds, justement, ont Voilà, été il faut que je rajoute un élément très important. On parle de 13,3. Ce sont les dépenses fiscales qui ont été accordées à travers la loi de finances de 2023-2024 et on avait prévu pour 2025. Mais en même temps, nous avons donné un soutien pour les rides pendant 2 ans, de 500 dirhams pour 300 000 têtes, ce qui veut dire 150 millions de dirhams. Et donc, tout ça a été élaboré pour pouvoir, attention, c'est une action qui a été prise par le gouvernement. Dans quelle conception? Il faut le dire, le gouvernement a choisi de ne pas toucher le prix, mais toucher sur la quantité ou jouer sur la quantité. Je ne dis pas que c'est une mauvaise stratégie, mais cette stratégie n'a pas abouti. Pourquoi? Parce que, in fine, le prix n'a pas baissé jusqu'à aujourd'hui. Et seule la décision qui a été prise par notre auguste souverain, qui a permis un peu de ralentir cette spirale inflationniste dans le marché de la viande. Et donc là, je dis, il faut maintenant qu'on replace le débat. Comment pouvoir se prémunir dans le futur par rapport à ce qui s'est passé et comment vraiment avoir de vraies politiques. Parce que lorsque vous touchez la demande, c'est ce qu'on a fait à travers, je dirais, les exonérations qui ont été accordées à l'import à droit de douane, la TVA, etc. Il fallait que le prix le reflète. Chose qui n'a pas été effectuée dans le marché marocain. Et donc là, c'est un questionnement qui se pose aujourd'hui sur l'efficacité de ce type de politique lorsqu'il s'agit d'une certaine crise, comme la crise de 2022, inflationniste qui a conduit le Maroc ici. Et je pense que la majorité de la réponse n'existe pas dans la question de la politique publique, qui est la question de la concurrence. Une politique, en tout cas, qui pour l'instant n'a pas encore porté ses fruits. Comment se prémunir? C'est une question que vous avez soulevée et ça commence par l'élevage et puis les éleveurs. On parle aujourd'hui des éleveurs qui sont en difficulté, des éleveurs qui ont été soutenus économiquement, M. Sraïri, mais cela ne semble pas non plus porter ses fruits. On parle de 30% des éleveurs qui ont carrément abandonné leur activité. Où en est-on aujourd'hui? Comment faire en sorte de renforcer ce secteur aujourd'hui mis à mal? Ça rejoint ce que je disais au début de mon intervention par rapport au travail, voilà, l'astreinte de travail nécessaire pour l'élevage. On ne le voit pas, c'est quelque chose d'invisible. Il faut connaître un peu, disons, les processus de production. L'élevage nécessite énormément de travail et au quotidien. L'élevage ne connaît pas de week-end, ne connaît pas de congé. Les éleveurs sont présents depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil pour assurer les soins à leurs animaux. Je rappelle l'importance primordiale du cheptel pour l'exploitation agricole familiale. Le mot cheptel, il ne faut pas oublier, dérive du mot capital. Tout ça a une racine latine. C'est la banque de l'exploitation agricole, notamment l'exploitation familiale qui, aujourd'hui, représente plus de 80% des exploitations. Une exploitation qui connaît aujourd'hui des contraintes réelles, notamment par rapport à cette histoire donc, de changement climatique et de manque d'eau. Et donc, in fine, beaucoup d'éleveurs ont arrêté ces activités-là parce qu'ils voient qu'à la fin de la journée, la rentabilité n'est pas au rendez-vous, les coûts de production ont augmenté. Et d'ailleurs, malgré les soutiens. Malgré les soutiens, bien sûr. Les soutiens sont restés insignifiants. La preuve, c'est que le cheptel a baissé. Mais moi, je voudrais aller plus loin dans l'analyse. Derrière tout cheptel, il y a la reproduction. Là, on va parler un peu technique, parce que c'est fondamental. Effectivement. Bien sûr, on ne peut pas parler d'un élevage si on ne va pas voir les femelles reproductrices et bien sûr leur reproduction. Moi, j'ai des chiffres que j'ai obtenus à partir de résultats de recherche sur des petits échantillons. Et c'est là, encore une fois, où on a besoin de statistiques actualisées à l'échelle du pays, à l'échelle des différentes espèces et des différents bassins de production. Et des régions. Tout à fait. Mais par exemple, je peux vous dire que l'élevage pastoral, pour les petits ruminants, les ovins et les caprins, qui était la marque de fabrique de notre pays. Vous prenez des régions comme le Haut-Atlas, vous prenez des régions... D'ailleurs, l'élevage pastoral, c'est aussi l'élevage adossé à la céréaliculture. Et on revient au cœur de l'activité agricole marocaine. Parce que qui dit céréales, dit aussi élevage ovin
et parfois bovins. Vous partez le Chaouia, vous partez l'Abda, vous partez le Doukala, vous partez le Zahir, vous partez le Saïs, donc les grandes régions agricoles du pays. Il y a toujours l'élevage qui valorise les coproduits de la céréaliculture, qui valorise les pâturages naturels. Et moi, j'ai des résultats, notamment dans les zones les plus reculées du pays, où au lieu d'avoir un descendant par misbah et par an, parce que c'est ça un peu l'objectif final de l'élevage, il faut qu'une brebis ou une vache vous donne un descendant par an. Ben malheureusement, au cours des 5 dernières années, cette moyenne a beaucoup baissé. Ça fait écho à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut faire attention à la crédibilité des chiffres de l'élevage. Et moi, j'ai des chiffres sur des petits échantillons. Au lieu d'avoir 100% ou 80% de mise bas, on n'a plus eu que 40%. Pourquoi? Manque d'aliments. La reproduction, c'est une fonction de luxe. Pour qu'une femelle puisse se reproduire, il faut qu'elle soit à l'aise d'un point de vue métabolique. Il faut qu'elle ait tous ses besoins qui soient garantie. Ce n'était plus le cas. Les aliments qui peuvent servir à ce qu'on appelle la complémentation, c'est-à-dire quand vous n'avez plus les ressources pastorales, vous pouvez aller acheter des aliments, coûtant beaucoup plus cher, nos éleveurs n'étant pas assez encadrés, il faut aussi le dire, eh ben, il y a eu des erreurs alimentaires, il y a eu des carences alimentaires, in fine, baisse de la natalité, c'est ce qu'on appelle les paramètres démographiques du cheptel, augmentation de la mortalité, parce que les nouveau-nés ne trouvent pas les bonnes conditions pour croître. In fine, manque de jeunes à mettre sur le marché. Et puis je voudrais rajouter un dernier mot, c'est la production laitière. C'est fondamental. La production laitière, c'est principalement l'espèce bovine. C'est une production qui est le fond de roulement des exploitations, parce qu'il faut expliquer les choses comme elles sont. Nos exploitations, le revenu, c'est l'élevage et les cultures. Vous avez la sécheresse, votre bouée de sauvetage, ça peut être l'élevage. Mais avec le manque d'eau, l'interruption de l'irrigation dans les grands périmètres irrigués, notamment Tzedla, Toukala, l'Haouz, ça veut dire plus d'eau pour les fourrages irrigués, ben, nous avons vu la conséquence. Recours aux importations. Sur le lait, la poudre de lait est encore accessible sur les marchés mondiaux, donc on n'a pas vu de rupture d'approvisionnement. Là, je voudrais faire écho à ce qu'a dit mon collègue. Les produits animaux sont des produits très sensibles. Vous pouvez soit les acheter frais ou vivants, vous achetez des animaux vivants, ou vous achetez pour le lait de la poudre, ou des fromages, etc., ça spécifique au lait, ou alors pour la viande congelée. Au Maroc, la viande congelée, qui ne coûte pas très cher sur le marché mondial, mais ne fait pas partie de nos habitudes. Les Marocains ne sont pas habitués à aller acheter de la viande congelée. Dans certains pays où il n'y a pas d'élevage, ça fait partie de leurs habitudes. Vous allez en Asie du Sud-Est, la viande congelée est dans les marchés, parce qu'il n'y a pas d'élevage. Nous sommes un pays tradition d'élevage. Donc la viande congelée n'a jamais fait partie de nos habitudes. Qu'est-ce qui vous reste? La viande fraîche. Et c'est très important de le dire. Les tentatives d'importation de viande fraîche, je parle surtout bovin, ont en grande partie échoué parce qu'on ne trouve pas de la viande fraîche pas chère. Il ne faut pas se tromper. Ou alors elle est très éloignée. Et donc vous avez des frais logistiques. Pour finir, sur l'aide, avant d'aller plus loin, pour rester sur la reconstitution du cheptel, est-ce qu'avec ces mesures d'importation actuellement en cours, est-ce qu'il y a moyen de reconstituer le cheptel en laissant une partie de ces têtes, on va dire, qui vont être importées, et les consacrer à la reconstitution? Combien de temps ça devrait prendre si c'était Votre question est tout à fait à sa place et elle revient à ce que je disais à l'instant. Il faut déjà dissocier. L'élevage laitier, c'est les vaches. C'est les vaches qui vous reconstituent. Traditionnellement, le Maroc a souvent importé, mais là aussi, inflation mondiale, ça coûte plus cher. Et manque d'eau, manque de pluie. Comme je vous l'ai dit au début de mon propos, s'il ne pleut pas, il ne peut pas y avoir d'élevage rentable et durable. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et d'ailleurs, ça pose une question majeure pour faire écho aux politiques publiques. Sur la question de l'élevage, est-ce qu'on a pensé à la résilience de l'élevage national par rapport au changement climatique? Ça, c'est une question majeure, parce qu'on est encore en train de traîner des stratégies qui, on va dire, se basent sur des scénarios du passé. On a encore l'impression qu'il pleut, etc., alors que manifestement, ce que disent les experts du climat, c'est que le climat est en train de changer. Ce qu'ils prédisaient, on est en train de le vivre. Donc ça, pour les vaches. On peut importer, on a toujours importé des vaches laitières, ça coûte de plus en plus cher, mais si on a de l'eau, on peut amener nos éleveurs à reconstituer leur cheptel, si bien sûr, de l'autre côté de la barrière, les prix sont là. Parce que j'ai dit, il y a une astreinte très lourde. Il faut payer le travail des éleveurs. Sinon, les éleveurs quittent. Et les résultats, on les a vus dans le recensement de la population. Le monde rural se vide à cause du manque d'attractivité. Maintenant, pour les petits ruminants, les ovins et les caprins, il ne faut pas penser qu'on va repeupler notre cheptel avec des races étrangères.
parce qu'elles ne sont pas adaptées. Et d'ailleurs, dans les politiques publiques du passé, on a toujours mis l'accent sur nos races nationales, qui sont excellentes pour les terroirs où elles sont présentes. La Sardi dans la Chaouia, la Dmen dans les oasis, dans les hautes montagnes, nous avons les races adaptées aux montagnes, etc. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre le paquet sur la reconstitution avec les ressources locales, nos races locales. Ça demande une vision sur le long terme et un appui aux agriculteurs, et puis, in fine, peut-être, le consommateur. Je sais que je ne vais pas m'attirer beaucoup d'amis en disant cela, doit être prêt à supporter le monde rural et le monde de l'élevage, parce que sinon, pour continuer à payer plus c'est la baisse du monde rural. À votre avis, monsieur Serrano? J'ai deux, trois remarques à rajouter à ce qui a été dit par les propos de mon collègue. C'est que, premièrement, moi, je suis contre le fait que la politique publique ou les politiques publiques soient des politiques de réaction. Il faut qu'il y ait des politiques préventives. Par anticipation. Voilà, par anticipation et préventive. Et puis, est-ce que le consommateur doit endosser cette responsabilité sur le prix? C'est pour ça qu'on a mis en place les politiques économiques et les politiques publiques, parce que ça doit être préventif. Aujourd'hui, lorsque j'ai commencé à parler, j'ai dit que nous avions un certain protectionnisme dans ce secteur. Il y avait plusieurs politiques. Comment nous n'avons pas pu reconstruire les 33 ou les 32 millions de cheptels marocains? Ça, c'est une question fondamentale. Aujourd'hui, nous avons levé le protectionnisme. Nous avons les droits de douane qui ont été abolis, qui sont toujours abolis par la loi de finances 2025, la TVA également, et ça ne permet pas d'augmenter le bien-être du consommateur, ni aussi le bien-être de l'agriculteur. Deux, c'est qu'il faut revenir à la structure de l'économie. Vous savez que l'élevage, il constitue à peu près entre 17 à 18% de la valeur ajoutée agricole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous avez une baisse dans ce qu'on appelle l'élevage, vous avez une baisse drastique également dans le PIB agricole, malgré que nous attendons ce qu'on appelle la pluviométrie. Et deuxièmement, ce qui est encore le plus important, c'est que l'emploi, il est dans l'élevage. Aussi. Et donc là, c'est des questions qui interpellent pas uniquement, oui, ça interpelle la logique un peu agronomique, etc., mais ça interpelle aussi les politiques économiques qui sont mises en place. Aujourd'hui, si on veut parler vraiment réellement de la question, aujourd'hui, il faut mettre en place une politique économique qui va servir à garantir la renaissance et la reconstitution de notre cheptel. Aujourd'hui, lorsqu'on a parlé, vous savez que il y a des questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Je pense que 26 minutes ne va pas permettre de répondre à tout ça. Lorsqu'on prend les importations... D'ailleurs, il nous reste 3 minutes. Lorsqu'on prend les importations, on importe à 83% des pays européens. Et généralement, c'est de l'Espagne. Malgré que les prix sont plus bas dans l'Argentine et le Brésil, et les 4 pays qui sont les plus exportateurs au niveau mondial. La liste s'est élargie récemment. Non, mais ça reste 83% de l'Europe. Je parle du chiffre à l'appui. Regardez les rapports. Et malgré que les grands exportateurs qui ont les prix les plus bas, j'ai dit en moyenne entre 4 à 5 euros, c'est les pays qui sont dans l'Amérique latine, le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine, etc., avec des qualités de viande plus élevées. Et nous partons dans des pays où vous avez la moyenne, il est aux alentours de 7 à 8 euros par kilogramme avec carcasse. Et donc, automatiquement, là, c'est des décisions qui sont prises, c'est des choix qui sont élaborés en matière de politique économique, mais qui restent des choix qui sont élaborés de façon réactive, ça veut dire en termes de réaction, mais ce n'est pas en termes préventifs. Et donc, aujourd'hui, si on veut vraiment, sur le plan économique, ne plus tomber dans ce problème. Parce que, écoutez-moi, si on revient à l'histoire, je reviens à l'année 81 et les années 80. Là, on avait aussi l'abolition ou l'interdiction du sacrifice. C'était quoi le problème? C'était le même problème qu'aujourd'hui. On avait 19 millions d'habitants avec 17 millions de têtes en cheptel. Ça veut dire ce qui vous donne un ratio de 0,8. On est aujourd'hui dans la même situation. Et donc, logiquement, le Marocain va se poser la question, tant de dépenses, tant de programmes, tant de milliards de dirhams qui sont dépensés. Pourquoi nous n'arrivons pas à résoudre ce problème? Mais est-ce que le Marocain, citoyen marocain, consommateur, doit prendre en charge cette responsabilité, comme l'a soulevé M. C'est pas lui, c'est pour ça qu'on a l'État, qu'on a le gouvernement. C'est pour ça qu'on a des politiques économiques qui sont mises en place. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, nous avions un chiffre, 13,3 de dépenses fiscales qui ont été données, et ça n'a pas donné de fruits sur le prix. Il faut dire, et il faut avoir le courage de dire qu'on s'est trompé. C'est logique. Et on peut se tromper dans des politiques économiques. Mais maintenant, pour le devenir, pour le demain, il faut trouver des corrections qui soient drastiques par rapport à cette question. Et nous avons des experts en agronomie, nous avons des experts en économie, nous avons des experts en droit, en économie internationale, en commerce international. On peut trouver des arrangements qui permettent aux Marocains, aux citoyens marocains d'avoir le bien-être. Attention, je ne parle pas du citoyen marocain uniquement en termes de prix, celui qui doit avoir un prix affiché à 90 dirhams, à 70 dirhams. Je parle aussi de l'agriculteur. Je parle aussi de la société, de la classe moyenne agricole. Nous avons oublié, je pense, ça a été dit de façon indirecte par mon collègue, c'est que la production du cheptel se fait par la classe moyenne et la classe
à revenus faibles au niveau de la campagne. Ce ne sont pas les grands agriculteurs qui produisent. Et c'est ça la culture marocaine. Donc maintenant, si on veut réussir, il faut instaurer cette politique. Il faut que la classe moyenne, qui permet comme vous l'avez dit, de cultiver 10, 20 têtes, etc., c'est elle qui devrait avoir le gain en termes de subventions. Regardez, lorsqu'on parle de 13,3 milliards, c'est un chiffre énorme. On parlait tout à l'heure dans les coulisses, c'est à peu près 26 millions de têtes qu'on pouvait importer. C'est l'équivalent de notre cheptel. Absolument, absolument. Ben, c'est sur ces derniers mots qu'on va conclure cette émission qui nécessitait bien plus de temps, visiblement. Merci à vous, Monsieur Firano. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour cette analyse. Et puis, merci à vous également, Monsieur Mohamed Tahar Srairi. Vous êtes professeur de l'enseignement supérieur à l'IAV, donc l'Institut agronomique de Rabat. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour l'invitation. C'est la fin de Questions d'actu pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.